Marianne avait une semaine de libre et nous avait proposé de nous amener en voiture, la passer dans les environs de Turin qu'elle voulait connaître. Catherine a alors tout arrangé pour que Bruno et Pascal puissent y venir avec Nathalie et Diane. C'est ainsi que nous nous retrouvons tous le samedi 26 avril en fin d'après-midi à Arona, dans le sud du lac Majeur, à l'hôtel du même nom. L'hôtel donne sur le lac où une petite plage est aménagée. Marianne ne peut résister à prendre un premier bain malgré un temps encore un peu frais. Dimanche matin, ayant rendez-vous dans l'après-midi à l'île des Pêcheurs, une des 3 îles Borromée, nous décidons d'aller voir le très beau jardin botanique de Verbania sur les bords du lac, à 20 km au nord de Stresa. De retour à Stresa dans l'après-midi, nous prenons un petit bateau qui nous amène à l'Isola dei Pescatori et posons nos affaires à l'hôtel Verbania, le seul de l'île, pour explorer cette petite île de pêcheurs désertée par les touristes à cette heure-là. Voilà, Marianne à l'eau dans le lac Maggiore. Lundi, il fait très beau. D'accord. Mais le problème, c'est si je mange pas avant, quand je reviens, il n'y a plus rien. Oui. Et quand je reviens, je reviens. Et si je mange avant. Et moi, c'est quelque chose. De nos jours, l'avion, il attend plus. Ils sont devenus beaucoup plus féroces parce qu'ils ne s'en sortent pas. Une vedette nous amène en fin de matinée au pied du monastère Sainte-Catherine, de l'autre côté du lac. Nous sommes immédiatement saisis par la grandeur et la sobriété quelque peu magique du lieu. Le monastère est littéralement accroché à une falaise abrupte et sauvage dominant le lac. Nulle trace d'habitation ou d'activité humaine tout autour. Nulle trace habituelle du tourisme, vente de pacotilles, souvenirs, etc. Seuls quelques touristes ont voulu faire l'excursion. Pas de cris donc, ni de discussion. On est saisi par l'étrangeté majestueuse, quasi sacrée, du lieu où seul est perceptible un dialogue intime entre Dieu et sa créature, ou plutôt entre lui et sa création. Nous y restons 2 petites heures, nous emplissant d'une forte paix, heureuse pour l'esprit et pour l'âme. On rêve bien sûr, mais un rêve qui change le regard que nous portons sur la vie. Nous repartons vers l'Isola dei Pescatori vers 4 heures. Pause en passant à l'Isola Bella, propriété de la famille Borromée, pour permettre à Marianne et Nathalie de visiter le palais
et les jardins qui y furent édifiés au XVIe siècle. C'est alors que Charles Borromée, allié par sa mère à la famille de Médicis, s'illustra au Concile de Trente aux alentours de 1560, puis comme archevêque des pauvres de Milan, gravement touchés par la peste qui y sévissait. Soirée très heureuse et animée dans un bon resto près de l'hôtel. La cathédrale de Milan. Et il y a eu toute une succession de miracles, tout de suite, au pied de son tombeau, ce qui fait qu'il a été santo, presque subito. La famille Borromée a reçu, mais ça je l'avais lu dans le guide vert, elle a reçu les îles les unes après les autres de la part de la royauté Borromée. Ça a dû être donné au début du XVe siècle, voire au XVe siècle, voire juste avant, je ne sais pas. Oui, ça, ce que tu racontes, c'est après. Oui. Nathalie goûte du vin et elle a tout de suite. Alors attention, regardez bien. Oh là 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 là. Mardi matin, nous quittons l'isola dei Pescatori vers 11h pour rejoindre à 30 minutes de là le joli lac d'Orta et le petit port du même nom dominé par le Sacro Monte d'Orta. Dernière pizza tous ensemble, Bruno et Nathalie doivent rentrer à Paris. De notre chambre, nous avons une vue éblouissante la nuit sur la petite isola de San Giulio avec son monastère. Mercredi, promenade dans le joli petit port, dégustation d'un délicieux chocolat, achat de quelques nappes imprimées au tampon chez le fameux coquin Bertozzi sur le port. Départ en début d'après-midi vers le Sacro Monte de Varallo, dans la montagne, à 30 km de là. Complètement isolé à 1000 mètres d'altitude, dans les montagnes du Piémont italien au nord de Turin, le Sacro Monte de Varallo illustre le mieux ce que fut le projet de ces Sacromonte, conçus au XVIe siècle dans le cadre de la contre-réforme catholique voulue par le Concile de Trente, tenu de 1545 à 1563. Chacun des 6 Sacromonte est une reconstitution dans le style de l'époque, du XVIe siècle, de la ville de Jérusalem et de ce qui vécut Jésus avant sa crucifixion. Il devait permettre aux fidèles d'y venir en pèlerinage aux sources de leur foi, alors que le voyage dans la lointaine Jérusalem n'était plus possible. Nous voici donc, en ce début d'après-midi du mercredi 3 juin, arrivés à ce qu'était l'auberge des pèlerins de cette nouvelle Jérusalem, où nous passerons la nuit. Entièrement immergés dans un monde ancien et une nature magnifique, nous y passons un moment délicieux et étrange au milieu des chants d'oiseaux et des monotones récitations des pèlerins. Nous rejoignons Turin avec Marianne après le déjeuner. Diane et Pascal, éternellement accrochés à son iPhone pour business, nous abandonnons là pour rentrer à Pornichet. C'est notre premier vrai contact avec Turin, première capitale du premier roi d'Italie, Victor Emmanuel II, duc de Savoie, en 1861. Nos connaissances de l'histoire italienne de cette époque sont insignifiantes.
Garibaldi, oui. Le monument romain à la gloire de Victor Emmanuel, peut-être, mais au-delà. Dommage. Les deux pays se comprendraient mieux autrement. C'est donc avec intérêt que nous découvrons la grandeur de cette ville, majestueuse en son centre. Catherine nous a trouvé un petit hôtel à 2 pas du Palais Royal. Nous pouvons donc aller flâner à pied tout autour, dans ses jardins, visiter le baptistère de San Lorenzo, etc. Marianne et Catherine, plus vaillantes que moi, iront visiter la grande place du centre-ville et passer un temps au fameux musée égyptien, sans oublier de déguster un délicieux tiramisu. Nous repartons vers Lyon vers 17h, plein de ces découvertes enrichissantes, évoquant tous les moments heureux de ce précieux moment familial. La résurrection de Pascal et de Diane, les projets de Marianne, le Symbiocène, l'épanouissement de Bruno dans son ASE, Agence sociale pour l'enfance, la nouvelle étape de sa vie avec Nathalie, avec le départ des 2 enfants de la maison. Le temps passe, la famille reste, la grande famille attend. Catherine et moi avons chacun notre famille. Encore quelques jours, et cela fera 10 ans que nous sommes mariés. Quand nous parlons de la famille, c'est avec une égale attention, une égale affection, que nous désirons parler de chacun d'eux, des grands comme des petits. C'est notre grande famille. Cela n'est pas naturel, c'est une volonté, une conséquence du mariage. Rien alors ne sert de forcer les choses. Apprendre au fil du temps à aimer nos différences, à en voir la nécessité, à apprécier l'extraordinaire potentiel de notre diversité pour mieux construire nos vies, est le nécessaire début d'un autre regard posé sur le monde, sur l'altérité, un regard de paix. Ainsi, pouvons-nous rêver, Catherine et moi, d'autres fragments familiaux tels que celui-ci, qui viendront naturellement s'y ajouter. Heureuse rêverie que fait vibrer une fois de plus le puissant signe de Tuonela, mon grand tube pour longtemps encore. Nous vous embrassons.